Imaginez une entreprise qui rembourse chaque année un emprunt ancien et qui découvre que le nouvel emprunt pour le couvrir coûte 4 fois plus cher. Elle ne fait rien de nouveau. Elle ne dépose pas davantage. Elle subit simplement l'arithmétique des taux. C'est exactement ce qui est en train de se passer à l'échelle d'un État. Et cet État, c'est la France. Bienvenue. Si vous suivez ce canal pour la première fois, ce que vous allez voir dans les prochaines minutes, c'est une analyse factuelle, construite sur des chiffres officiels et des mécanismes documentés. Pas de panique, pas de prophétie, juste une lecture rigoureuse de ce que les indicateurs disent et de ce que les institutions préfèrent ne pas nommer clairement. Si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Ça prend 2 secondes. C'est la meilleure façon de soutenir ce travail de déchiffrage, de contribuer à une analyse indépendante des grands titres et de continuer à comprendre le monde autrement que par les raccourcis du lendemain matin. Aujourd'hui, la question est simple à poser et difficile à résoudre. La France est-elle engagée dans un cercle où la hausse des taux d'intérêt et l'inflation énergétique rendent mathématiquement inévitable une crise financière que les institutions refusent encore de nommer? C'est à cette question que nous allons répondre, étape par étape, mécanisme par mécanisme. Nous allons d'abord poser le cadre, la dette, les taux, l'énergie. Puis nous allons voir comment ces 3 éléments s'engrènent les uns dans les autres. Ensuite, nous examinerons les limites de ce raisonnement et les tensions qu'il révèle. Enfin, nous verrons ce que tout cela produit concrètement pour les entreprises, pour les ménages et pour chacun d'entre vous. À la fin de cette vidéo, vous aurez tous les éléments pour construire votre propre lecture de la situation. Commençons par les fondations. 3 mots reviennent en boucle dans les rapports officiels depuis 18 mois. Dette, déficit, inflation. Ces 3 mots ne sont pas interchangeables. Ils désignent des réalités distinctes. Et la confusion entre eux est précisément ce qui rend le débat public si difficile à suivre. La dette publique, c'est le stock total de ce que l'État doit à ses créanciers. Fin 2025, ce stock atteignait environ 3 500 milliards d'euros, soit 117% du produit intérieur brut français. Ce chiffre est établi par le Sénat et l'Institut national de la statistique et des études économiques. Pour rendre cette proportion tangible, imaginez un ménage qui gagnerait 100 euros par mois et dont les dettes cumulées s'élèveraient à 117 euros. Ce ménage n'est pas encore insolvable, mais chaque nouveau centime emprunté se fait à des conditions déterminées par sa réputation de bon payeur. Le déficit, c'est le flux annuel. C'est la différence entre ce que l'État dépense et ce qu'il encaisse en une seule année. En 2026, ce déficit est prévu à moins 5% du produit intérieur brut, contre une cible initiale de moins 4,7%. Ce chiffre est issu des prévisions officielles du gouvernement. Chaque année déficitaire vient s'ajouter mécaniquement au stock de dette. L'inflation, enfin, c'est la hausse générale du niveau des prix. Pour 2026, les projections d'analystes la situent entre 3,2% et 4% sur l'année. Ces prévisions ne sont pas des certitudes. Elles sont construites sur des hypothèses qui peuvent évoluer. Mais elles constituent le scénario central sur lequel les marchés financiers se positionnent aujourd'hui. Ces 3 réalités coexistent. Et ce n'est pas leur simple coexistence qui pose problème. C'est la façon dont elles s'alimentent mutuellement. C'est précisément ce que nous allons démontrer maintenant. Entrons dans les mécanismes. Le premier à comprendre est ce que les économistes appellent l'effet ciseau de la dette. Son fonctionnement est mécanique, presque comptable. La France emprunte de l'argent sur les marchés financiers en émettant des obligations, les OAT, les obligations assimilables du Trésor. Ces obligations ont une durée de vie moyenne de 8,5 ans. Cela signifie que les emprunts contractés en 2018 arrivent à échéance en 2026. Ces emprunts avaient été souscrits à des taux proches de 1%. Pour les rembourser, la France doit en contracter de nouveaux. Mais le taux de l'OAT à 10 ans a atteint 3,87% le 27 mars 2026, son plus haut niveau depuis juin 2009. La France va donc refinancer en 2026
environ 310 milliards d'euros de dette. Et c'est précisément ce que nous allons voir en détail. Dans un contexte où le coût de cet emprunt est 3 à 4 fois plus élevé qu'au moment où la dette initiale avait été contractée. Il ne s'agit pas d'un risque théorique, il s'agit d'une réalité arithmétique, inscrite dans les calendriers de remboursement. L'effet ciseau, c'est ça. Les deux lames se referment et la charge des intérêts augmente sans que l'État ait dépensé un centime de plus. Le deuxième mécanisme est énergétique. Il porte un nom technique, le merit order, et il mérite qu'on s'y arrête. En Europe, le prix de l'électricité sur le marché de gros n'est pas fixé en fonction du coût moyen de production. Il est fixé par le coût de la dernière centrale appelée pour satisfaire la demande du réseau. Cette dernière centrale est très souvent une centrale à gaz, ce qui signifie que lorsque le prix du gaz monte, le prix de l'électricité européenne monte avec lui, y compris l'électricité produite par les centrales nucléaires françaises, dont le coût de production est structurellement beaucoup plus bas. Sur le seul mois de mars 2026, les prix de l'énergie ont bondi de 8,9%. Ce n'est pas une anomalie de marché. C'est le résultat prévisible et documenté du merit order appliqué à un contexte de tension sur les hydrocarbures. Avant d'assembler ces deux mécanismes, posons le contexte géopolitique qui les amplifie. Environ 20% du flux mondial d'hydrocarbures transite par le détroit d'Ormuz, ce goulot d'étranglement maritime situé entre l'Iran et la péninsule arabique. Ce détroit est actuellement sous tension. Un blocage prolongé ferait mécaniquement grimper les prix du baril dans des proportions que plusieurs analystes situent entre 120 et 150 dollars. La France ne contrôle pas ce détroit. Elle subit sa géographie. C'est une donnée extérieure au modèle français, mais elle en conditionne directement les variables énergétiques. Pour comprendre ce que ces chiffres signifient au niveau d'un territoire, prenons un exemple simple. Imaginez une ville moyenne, ses stations-service, ses supermarchés, ses artisans qui roulent chaque matin pour livrer ou intervenir. Tout cela fonctionne à flux tendu. Les camionneurs et les livreurs, ces acteurs discrets que la note de la Banque de France et du cabinet Altares désignent indirectement à travers les chiffres de défaillance d'entreprise, détiennent un pouvoir structurel considérable sur l'approvisionnement quotidien. En cas de blocage prolongé des routes, la rupture d'approvisionnement peut survenir en quelques jours. C'est la leçon des crises logistiques documentées en Europe. Ce n'est pas une hypothèse catastrophiste, c'est la mécanique de la dépendance. Revenons au cœur du raisonnement. L'effet ciseau de la dette et le merit order opèrent simultanément, et leur combinaison produit un troisième mécanisme. Ce mécanisme s'appelle la stagflation. Le mot est la contraction de stagnation et d'inflation. Il désigne une situation dans laquelle les prix montent pendant que l'économie ralentit ou recule. C'est une configuration redoutée par les banquiers centraux, précisément parce qu'elle les place devant une contradiction insoluble. Pour lutter contre l'inflation, une banque centrale monte les taux directeurs. Mais monter les taux ralentit encore davantage l'économie. Pour soutenir la croissance, elle les baisse. Mais baisser les taux relance l'inflation. Dans une stagflation, les deux leviers se contredisent. Au premier trimestre 2026, l'économie française a enregistré une récession de 0,2%. Dans le même temps, l'inflation se situe dans une trajectoire de 3,2 à 4% pour l'année. La stagflation n'est pas encore celle des années 70, mais c'en est la structure. Et cette structure est alimentée par un choc d'offres extérieures que la politique monétaire européenne ne peut pas résoudre, parce que la Banque centrale européenne ne produit pas de pétrole. Voilà où nous en sommes. Trois mécanismes documentés qui s'alimentent mutuellement et qui forment ensemble l'engrenage. Voici le bon moment pour rappeler la question posée au départ. La France est-elle engagée dans un cercle où la hausse des taux et l'inflation énergétique rendent mathématiquement inévitable une crise que les institutions refusent de nommer? Nous entrons maintenant dans la seconde moitié de cette analyse. Et c'est précisément parce que la question est sérieuse qu'elle exige d'être nuancée avec rigueur.
Commençons par ce que les institutions disent. La Banque de France a averti publiquement qu'un déficit au-delà de 5% du produit intérieur brut placerait la France en zone rouge. Le déficit prévu en 2026 est exactement à cette limite. La Cour des comptes a publié en février 2026 une analyse de la situation des finances publiques. L'Observatoire français des conjonctures économiques a publié la même année une étude intitulée Budget 2026, un déficit de compromis. Ces institutions ne parlent pas de catastrophe. Elles décrivent une fragilité. Mais il existe une tension documentée entre ce discours et les indicateurs de terrain. L'Institut national de la statistique et des études économiques et le gouvernement tablent sur une croissance de 1% pour 2026. Des analystes indépendants, dont l'économiste Marc Toiti, prévoient une récession et une croissance proche de 0,4%. Les indicateurs des directeurs d'achat, les PMI, sont sous la barre des 50, c'est-à-dire en zone de contraction. Ce que les faits semblent indiquer, c'est un écart significatif entre les prévisions officielles et les signaux que les acteurs économiques envoient en temps réel. Cet écart n'est pas en lui-même une preuve de crise imminente, mais il constitue un signal qui mérite d'être nommé. Le gouverneur de la Banque de France, François Villevoye de Galhau, a soutenu qu'il n'y avait pas de risque de récession, qualifiant la pression énergétique de phénomène limité. Les indicateurs PMI disent autre chose. Son départ imminent de la gouvernance de la Banque de France en fait, selon une lecture possible de cette séquence, la figure d'un pilote qui assure que tout va bien alors que l'appareil entre en zone de turbulence sévère. C'est une image, pas un jugement, mais c'est une image que les chiffres autorisent. La deuxième tension porte sur le marché de l'électricité et la compétition européenne. L'Allemagne subventionne son industrie pour compenser les prix énergétiques élevés. La France est soumise aux règles du marché commun et ne peut pas isoler son avantage nucléaire des fluctuations du gaz mondial. Ce n'est pas une critique du marché commun en tant que tel. C'est la description d'une asymétrie structurelle entre deux économies qui ne partagent pas le même mix énergétique, mais qui partagent les mêmes règles de marché. Dans d'autres analyses de la chaîne consacrées à la trajectoire budgétaire européenne, on a vu que cette tension entre protection nationale et règles communes n'est pas propre à la France. Mais la France présente une combinaison de facteurs qui la rend particulièrement exposée. Venons-en aux effets concrets. Ces mécanismes ne restent pas à l'échelle des tableaux de bord des ministères. Ils descendent jusqu'aux entreprises, jusqu'aux emplois, jusqu'aux pompes à carburant. En 2025, environ 70 000 procédures de défaillance d'entreprise ont été enregistrées en France. Ce chiffre est établi par la Banque de France et par le cabinet Altarez. Il représente un niveau historique, menaçant directement 260 000 emplois. Ces défaillances touchent en priorité les entreprises à haute intensité énergétique et les structures qui avaient contracté des dettes à taux variable pendant la période de taux bas. L'effet ciseau frappe les bilans comme il frappe le budget de l'État. Sur l'énergie, la tension est visible au quotidien. L'État perçoit 60% de taxes sur le carburant, entre la TVA et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Pour les ménages les plus exposés, ceux qui dépendent de leur voiture pour travailler, ceux dont le budget est directement sensible au coût logistique, la hausse de 8,9% des prix de l'énergie en mars 2026 n'est pas un indicateur abstrait. Sur les réseaux sociaux, des témoignages comme celui de Catherine circulent. Elle dit simplement qu'elle ne peut plus vivre de son salaire. Pas une revendication politique, un constat arithmétique. Ce type de témoignage, informel et non vérifié dans ses détails, doit être lu comme un signal de terrain, pas comme une donnée statistique. Mais il dit quelque chose que les PMI confirment par d'autres voies. Le mouvement social en Irlande, avec des blocages d'autoroutes et des grèves, est décrit dans les sources disponibles comme un signal précurseur d'une rébellion économique européenne face à ce que certains analystes nomment une trahison économique des ménages. Une lecture possible de cette séquence,
c'est que la pression sur les revenus atteint un seuil à partir duquel le mécontentement cesse d'être électoral pour devenir logistique. Revenons à notre question de départ. La France est-elle engagée dans un cercle où la hausse des taux et l'inflation énergétique rendent mathématiquement inévitable une crise que les institutions refusent de nommer? La réponse honnête est celle-ci. Les mécanismes qui alimentent cette spirale sont réels, documentés et opèrent en ce moment. L'effet ciseau de la dette est arithmétique. Le merit order ancre les prix de l'électricité française dans la volatilité du gaz mondial. La combinaison d'une récession au premier trimestre et d'une inflation persistante crée les conditions d'une stagflation que les outils monétaires conventionnels ne peuvent pas résoudre. Ce que ces éléments suggèrent, sans le prouver définitivement, c'est qu'on se trouve moins face à un accident à venir qu'à l'épuisement structurel d'un modèle qui a fonctionné pendant 20 ans grâce à des taux proches de zéro. Ce modèle est terminé. La question n'est pas de savoir s'il va s'ajuster. La question est de savoir à quelle vitesse et avec quelle intensité. Plusieurs prolongements méritent d'être explorés pour aller plus loin. Les pays du Golfe continuent d'acheter de la dette française. Mais cette demande est-elle inconditionnelle? Ou dépend-elle d'une neutralité diplomatique française que les tensions au Moyen-Orient commencent à compliquer? L'euro lui-même pose une question ouverte. Si l'Allemagne se protège par la subvention et que la France s'endette sans limite visible, la divergence structurelle entre les deux principales économies de la zone menace-t-elle la cohésion monétaire à moyen terme? Ces deux questions dépassent le cadre de cette vidéo, mais elles en sont le prolongement naturel. Maintenant, une question pour vous dans les commentaires. Si vous deviez désigner le mécanisme que cette vidéo explique et qui vous semble le moins bien compris dans le débat public, l'effet ciseau de la dette, le merit order ou la dynamique de stagflation, lequel choisiriez-vous? Et pourquoi? Je lis tous les commentaires et les meilleures réponses alimentent les analyses suivantes. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout.